À Buckingham Palace, le silence s'est abattu et le monde est sous le choc. Dans un geste stupéfiant de minuit, le roi Charles III a signé un décret officiel mettant fin au règne de la reine Camilla. L'impensable s'est produit. Son titre a disparu, ses fonctions révoquées, sa couronne effacée de l'histoire royale. Après des semaines d'enquêtes secrètes, de faux documents et de trahison au palais, le roi s'est exprimé. Qu'est-ce qui a forcé Charles à se retourner contre la femme qu'il a attendu 34 ans pour épouser? La vérité change tout. Le palais est en proie au chaos. C'est arrivé sans prévenir. Le 8 octobre 2023, la princesse Anne a autorisé la publication d'un paquet scellé de 47 documents à 3 journalistes de confiance du Times, du Guardian et de BBC Panorama. Le matériel, estampillé confidentiel Cercle de Windsor, contenait des notes de service, des lettres et des horaires privés montrant que la reine Camilla avait influencé, à plusieurs reprises, les nominations de hauts responsables du palais. Un extrait disait « Ajuster l'optique de la succession, minimiser la présence de Catherine aux côtés de William ». En quelques heures, les gros titres ont explosé. La reine Camilla dirige secrètement l'agenda royal. La monarchie, que l'on croyait stable après le décès d'Élisabeth II en 2022, était soudainement en chute libre. À l'intérieur du palais de Buckingham, la panique s'est emparée de tous. À 10h du matin, les assistants ont envahi le couloir du roi, agrippant des téléphones, chuchotant des ordres pour interrompre les interviews et retarder les engagements. Les hauts courtisans, dont Sir Clive Alderton et Lady Susan Hussey, ont convoqué une réunion d'urgence dans le Salon Vert. Des témoins ont déclaré plus tard que l'atmosphère ressemblait à celle du lendemain d'un coup d'État. La révélation que Anne elle-même avait divulgué les dossiers a stupéfié même les loyalistes. Elle n'avait pas agi impulsivement. La fuite avait été programmée avec précision, juste 2 jours avant le discours politique prévu de Charles au Parlement. Des reporters ont campé devant les portes du palais, diffusant en direct alors que les spéculations montaient en flèche. Sky News a diffusé un segment spécial à 15h15 montrant des captures d'écran de l'un des fichiers d'Anne intitulé « Protocole d'influence 2021 ». Il décrivait des réunions informelles où Camilla aurait fait pression pour obtenir des subventions caritatives favorables et un alignement médiatique. La confiance du public a chuté. Un sondage mené par YouGov du jour au lendemain a montré que seulement 34% des personnes interrogées estimaient que la monarchie était transparente et digne de confiance. Pour beaucoup, la divulgation d'Anne ressemblait moins à une trahison qu'à un sauvetage, un appel à l'intégrité de l'intérieur. À minuit, le roi Charles III a été transporté par avion du domaine de Burkal à Londres. Son cortège est arrivé dans la cour de Buckingham juste avant 1h du matin. Les lumières de l'aile sont restées allumées jusqu'à l'aube. Tous les départements, juridiques, communication, protocoles, ont été convoqués. En une nuit blanche, la princesse Anne avait fait ce que le Parlement n'avait jamais osé faire, défier une reine consort régnante de l'intérieur du cercle royal. Lorsque les premiers rayons du matin du 9 octobre ont frappé les fenêtres du palais, la monarchie était au bord du gouffre. Charles était maintenant confronté à un carrefour impossible. Défendre la femme qu'il aimait ou défendre l'institution qu'il avait juré de protéger. Derrière les portes polies, le silence a remplacé la cérémonie. Le personnel a chuchoté que le roi n'avait pas prononcé un mot depuis son atterrissage. Mais une chose était certaine. Avant la fin de la journée, il devrait choisir ce qui comptait le plus, l'honneur de la couronne ou son cœur. Le roi est confronté à un choix impossible. Le 9 octobre 2023, à 8h30, le roi Charles III était assis dans son bureau privé avec une pile de documents d'Anne étalés sur son bureau en acajou. Il avait lu 200 pages d'allégations pendant la nuit. Certaines étaient des manipulations mineures, des heures de réunion, des briefings avec les médias, mais d'autres étaient catastrophiques.
Une note de service datée du 14 mai 2022 suggérait que Camilla avait organisé une réaffectation discrète de l'attaché de presse du prince William après qu'il ait refusé de minimiser la popularité de Catherine. « C'est intenable », a chuchoté son aide, Sir Edward Young. « Si c'est réel, Votre Majesté, nous sommes sur des sables mouvants. » Le visage de Charles est resté pâle. Il aimait Camilla. Il avait attendu 34 ans pour l'épouser, mais le devoir était plus lourd. Quand Anne est entrée juste avant 10h45, il s'est levé immédiatement. Elle a placé 2 dossiers scellés sur le bureau. « Un pour la vérité, dit-elle. Un pour la famille. Vous devez décider lequel survivra. » Son ton ne portait aucune émotion. Charles a ouvert le premier dossier, correspondancé entre Camilla et de hauts conseillers, faisant référence à une surveillance stratégique de la succession. Il a expiré bruyamment. « Bon Dieu, Annie, a-t-il murmuré. Qu'as-tu fait? » « Ce qu'elle a fait, a corrigé Anne. Ailleurs poste, Camilla se déplaçait dans Clarence House, répondant à des appels frénétiques. Son secrétaire particulier a rapporté que les tabloïds diffusaient des comptes à rebours en direct avant la déclaration du roi. Ils disent que vous allez abdiquer pour elle. Un interlocuteur a ri amèrement. La réponse de Camilla a été glaciale, qu'ils impriment ce qu'ils veulent. Hans m'a toujours détesté. Elle a dit à des amis plus tard dans la journée. J'ai survécu à pire. Ça va passer. Mais même elle a senti le changement. Pour la première fois depuis qu'elle est devenue reine consort en mai 2023, les portes se fermaient lorsqu'elle entrait. En début de soirée, Charles a tenu une réunion confidentielle avec son conseil juridique et son responsable des communications. Les conseillers ont insisté sur la transparence, avertissant que la foi du public s'effondrait. « Votre silence est perçu comme de la complicité », lui a rappelé l'un d'eux. Charles a hoché la tête, mais n'a rien dit. Son preneur de notes a rappelé plus tard que le roi n'avait écrit que 6 mots dans son agenda. Demain, la couronne doit parler. Il a regardé par la fenêtre en direction des portes du palais, où des journalistes réclamaient des réponses. À l'intérieur, un mari se préparait à redevenir un monarque. Le lendemain matin, l'histoire s'est approfondie. Un nouveau dossier a fait surface parmi les révélations d'Anne, un dossier qui allait au-delà de l'influence et touchait à l'illégalité. Il faisait référence à des testaments, des sceaux et des documents de succession que personne en dehors des archives royales ne devrait jamais posséder. Quand Charles a vu le titre « Proposition de régence », version préliminaire A, il a eu le souffle coupé. Il ne s'agissait plus d'ambition. Il s'agissait d'une tentative de réécriture de la monarchie elle-même. Ce qu'il a lu ensuite allait changer le cours de son règne et le destin de Camilla pour toujours. Le testament, le sceau et le complot secret. Le 10 octobre 2023 à 7h18, Charles a réuni son équipe juridique dans le Salon Bleu. Sur la table se trouvait le document nouvellement découvert, un projet de testament falsifié portant la mention personnelle codicile 2021. Son contenu a stupéfié tout le monde. Le monde. Il désignait Camilla Parker BS comme seule régente si le roi devenait incapable et retirait explicitement Catherine, princesse de Galles, de toutes les fonctions constitutionnelles. Le faux texte portait le sceau royal, parfaitement pressé, indubitablement authentique. Les experts en criminalistique ont rapidement déterminé que l'impression en cire provenait du propre signet du roi, utilisé pour la dernière fois le 17 février 2022. Les enquêteurs ont retracé la falsification jusqu'à une numérisation numérique du sceau archivé à Lambeth House, ce qui suggère une violation interne. Encore plus choquant, des notes de service jointes mentionnaient Eliza Lopes, la petite fille de Camilla, âgée de 15 ans, comme future liaison pour les communications royales. L'implication était stupéfiante. Un plan privé visant à placer la famille de Camilla au cœur du contrôle des médias royaux. Un avocat a murmuré « Ce n'est pas de l'influence, c'est de l'ingénierie de la succession ». La main de Charles tremblait alors qu'il lisait le dernier paragraphe écrit sur le papier à en-tête personnelle de Camilla. La couronne perdure mieux lorsqu'elle est guidée par des mains fermes. À 10h du matin, la princesse Anne s'est jointe à la réunion, apportant des rapports d'authentification. Les signatures médico-légales correspondaient à l'écriture de Camilla sur 3 notes d'accompagnement.
Elle est allée trop loin, dit Anne calmement. Charles pressa ses doigts sur ses tempes. Si cela arrive au Parlement, a averti Sir Clive, nous serons confrontés à une enquête constitutionnelle. La réponse d'Anne a été ferme. Alors qu'ils enquêtent. À l'extérieur du palais, des rumeurs ont commencé à filtrer. L'expression testament falsifié est devenue une tendance sur les médias sociaux à midi. La sympathie du public s'est déplacée du jour au lendemain vers le roi et sa sœur. Charles a passé l'après-midi à la réflexion privée. Des courtisans l'ont vu arpenter les jardins, la tête baissée, les lèvres bougeant, comme s'il répétait les mots qu'il craignait le plus. Il avait pardonné à Camilla des décennies de scandales, mais la falsification du sceau royal était une trahison, même en termes modernes. À la tombée de la nuit, sa décision s'est concrétisée. Un témoin a rappelé plus tard la dernière remarque du roi avant de quitter le bureau. « Si je la protège, je détruis la couronne. Si je la condamne, je me détruis moi-même. » Alors que la pénombre s'installait le 10 octobre, Charles ordonna de verrouiller les portes du palais aux visiteurs. Le lendemain, il affronterait Camilla directement. À travers Londres, la princesse Anne préparait son dossier final pour la livraison. Et les aides murmuraient une déclaration royale imminente. Ce qui avait commencé comme une querelle familiale était devenu une crise institutionnelle. Le prochain lever du soleil apporterait une confrontation et un verdict qui résonnerait dans chaque salle de marbre du palais de Buckingham. L'épreuve de force privée. La confrontation a été fixée au 11 octobre 2023 à Clarence House, sous le couvert d'une discussion familiale. À 16 heures, la maison a été vidée des aides, à l'exception de 2 agents de sécurité. La princesse Anne est arrivée vêtue d'un manteau marine, des documents à la main, son visage gravé d'une tranquille résolution. Camilla était assise près de la fenêtre, une tasse de thé intacte à côté d'elle. Pendant des années, la tension avait couvé entre elles, mais c'était différent. C'était le jour du jugement au sein même de la famille royale. Anne n'a pas perdu de temps. « Tu as franchi la ligne, Camilla », commença-t-elle, en faisant glisser les preuves sur la table, des sceaux falsifiés, des brouillons manuscrits et des courriels datés du 17 février 2022. Les yeux de Camilla ont brillé. « Tu appelles ça de la trahison? J'appelle ça de la protection, rétorqua-t-elle. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour Charles. Toi et William l'auriez laissé se défendre contre les loups. » Anne se pencha en avant. « Tu as mis la couronne en danger pour ton propre confort. » Son ton était bas, délibéré, les mots coupant plus profondément que la colère ne le pouvait. La défense de Camilla est devenue fragile. Elle a affirmé que le projet de testament avait été une éventualité non officielle, rédigée par un assistant mal avisé. Pourtant, les rapports médico-légaux ont rendu cela impossible. « Tu as falsifié le sceau du roi, » dit Anne. « Ce n'est pas une éventualité, c'est une conspiration. » Le sang-froid de la reine consort s'est brisé. Elle se leva soudainement, frappant la table de sa paume. « Tu m'as toujours détesté, siffla-t-elle. Tu n'as jamais pu voir que je lui donnais de la stabilité. » La réponse d'Anne est venue comme un verdict. « Tu lui as encore donné un scandale. » La réunion s'est terminée à 17h46. Anne est partie sans dire un mot, conduisant directement au palais de Buckingham. Cette nuit-là, elle a placé le dossier complet sur le bureau de Charles, enveloppé dans un dossier de dépêche rouge. « Lis ça ce soir, dit-elle. Demain, agis comme un roi. » Des témoins ont rappelé l'expression de Charles lorsqu'elle est partie. Un mélange d'incrédulité et de chagrin. Derrière lui, le pendule de la cheminée a sonné 18 heures. L'histoire avait commencé à tourner. À l'aube du 12 octobre, le palais était une forteresse de chuchotements. La confrontation d'Anne avait atteint Charles dans chaque couloir. Camilla a évité les appels, s'enfermant dans son bureau avec seulement son secrétaire particulier. Pendant ce temps, l'équipe juridique du roi s'est rassemblée en silence. La couronne allait maintenant traiter les preuves comme s'il s'agissait d'une affaire d'État. Et en vérité, c'était le cas. Ce qui avait commencé comme une rumeur était devenu un enregistrement. La survie de la monarchie dépendait de ce que l'enquête allait découvrir ensuite. Les équipes juridiques s'activent. Le 12 octobre 2023 à 8 heures du matin,
le roi a convoqué un conseil juridique d'urgence à l'intérieur du Salon Bleu. Étaient présents Sir Edward Young, Lady Susan Hussey et le procureur général Alex Chalk, Cassé. Empilés devant eux se trouvaient 5 boîtes d'archives scellées avec des rubans rouges, l'intégralité des avoirs d'Anne. Charles a donné un ordre simple: authentifier tout. Des spécialistes en criminalistique sont arrivés de Scotland Yard dans les 90 minutes. Leur mission: vérifier l'écriture manuscrite, retracer l'origine des documents et confirmer si les empreintes digitales de Camilla apparaissaient sur les brouillons scellés. À 14h45, les résultats ont commencé à revenir. L'analyse ANC a confirmé que le projet de régence avait été produit sur le papier à en-tête personnel de Camilla, fabriqué exclusivement pour son bureau en 2021. Le seau de cire du roi, que l'on croyait conservé dans son bureau privé, présentait des résidus microscopiques compatibles avec un moule en silicone, preuve d'une duplication illégale. Les avocats du palais ont échangé des regards horrifiés. « Ce ne sont pas des rumeurs », a murmuré l'un d'eux. « C'est une preuve. » En quelques heures, 3 des principaux assistants de Camilla, dont le tuteur d'Elisa Lopez, ont été discrètement suspendus. La réaction du public à l'extérieur reflétait la tourmente du palais. Les organes de presse ont obtenu des détails partiels de sources internes anonymes, présentant l'histoire comme une falsification dans la famille. La BBC a consacré 8 minutes de son bulletin du soir et à la crise. Les commentateurs ont invoqué l'abdication d'Édouard VII en 1936, qualifiant le scandale de violation constitutionnelle la plus grave de la mémoire royale moderne. Le soutien à Camilla a chuté en dessous de 20%, tandis que l'approbation d'Anne a augmenté. Même les monarchistes ont exigé une déclaration royale. À l'intérieur de Buckingham, l'équipe juridique a exhorté à la célérité. « Votre Majesté, plus vous tardez, plus la couronne tombe durement. » Charles a lui-même lu chaque page cette nuit-là. Des témoins l'ont vu assis à son bureau à 23h10. La lampe Windsor Crest illuminait la dernière page. L'expression du roi s'est durcie. Il a signé une note à son secrétaire particulier. « Préparez un ordre. » Projet de retrait de titre d'ici le matin. Puis, d'une écriture soignée, il a ajouté 2 mots sous sa signature. Pas d'appel. Pour la première fois de son règne, Charles n'était plus ni mari ni père. Il était souverain. Lorsque l'horloge du palais a sonné minuit, Charles s'est levé de son bureau, document à la main. Les couloirs à l'extérieur étaient silencieux, à l'exception du bruit lointain des gardes. Il a donné l'ordre de faire taper, sceller et conserver le décret pour signature à 11h38 le lendemain. Son personnel a dit que sa voix était ferme, mais ses yeux humides. La monarchie survivrait, mais son mariage non. Au matin, la couronne elle-même rendrait le verdict que le monde attendait. Le point de rupture. Le 13 octobre 2023, le roi Charles III s'est réveillé avant l'aube. L'horloge du palais royal indiquait 5h32. Il a marché seul dans les jardins du palais de Buckingham, le manteau déboutonné contre le froid de l'automne. Dans le calme, il a répété les mots qu'il avait évités pendant des décennies, ceux qui mettraient fin au règne de Camilla. À 8h du matin, les courtisans se sont rassemblés dans la chambre privée. Un seul parchemin était posé sur la table. Ordre en conseil numéro 412, révocation du titre de reine consort. La plume fontaine du roi attendait à côté. Charles a examiné le texte ligne par ligne. Il citait une violation flagrante de la confiance royale et une utilisation non autorisée d'instruments si souverains. Il a posé une dernière question à Sir Clive Alderton. « Une fois que j'aurai signé, il n'y aura pas de retour en arrière. » Alderton a répondu doucement. « Aucun, sire. » La pièce est devenue silencieuse. Dehors, les cloches de l'abbaye de Westminster ont sonné 11 coups. À 11h28, Charles a pris sa plume et a signé en 3 traits. Sa main n'a pas tremblé. L'histoire avait une fois de plus été réécrite, cette fois par décret royal.
Immédiatement après la signature, Alderton a enfermé le document dans une valise cramoisie et l'a envoyé à Downing Street pour enregistrement constitutionnel. Seule une poignée de fonctionnaires savaient ce qui s'était passé. Le reste du monde restait ignorant. Pour l'instant, Camilla, toujours à Clarence House, a seulement appris que le roi souhaitait la voir plus tard dans l'après-midi. Il a besoin de temps, dit doucement son aide. Mais à ce moment-là, le temps était déjà écoulé. La monarchie avait déjà changé de cap. Charles s'est retiré à la chapelle du palais, y restant 40 minutes en prière. Ceux qui ont franchi la porte ont dit qu'il paraissait plus pâle que du parchemin. Pourtant, lorsqu'il a émergé, sa posture était droite. Il avait pris la décision la plus douloureuse de son règne, non pas par vengeance, mais par préservation. Comme il l'a dit à Anne plus tard dans la soirée, « J'ai choisi la couronne plutôt que le confort. Pour la famille royale, plus rien ne serait jamais pareil. » Et au soir du 13 octobre, l'encre sur le décret avait séché, mais ces ondes de choc ne s'étaient pas encore fait sentir. L'ordre est resté scellé pendant la nuit, en attendant l'annonce publique le lendemain matin. Le personnel du palais s'est déplacé avec une urgence feutrée, préparant des communiqués de presse et répétant les lignes de protocole. Au-delà des portes, le monde dormait sans savoir que le règne d'une reine avait pris fin en secret. Au lever du soleil, Buckingham ouvrirait ses portes et la Grande-Bretagne se réveillerait face à l'histoire. L'annonce officielle. Le 14 octobre 2023, à 9 h du matin, le palais de Buckingham a convoqué la presse accréditée en vertu d'un bulletin royal urgent. Personne ne savait à quoi s'attendre. Les spéculations allaient de la maladie à l'abdication. Les caméras ont été installées à 9 h 45 précises. Le porte-parole du palais, Sir Julian Payne, est monté sur le podium à exactement 10 h du matin. Derrière lui était accroché l'écusson royal cramoisi et or. L'atmosphère était électrique. Il a ajusté ses lunettes, a regardé la mer de journalistes et a commencé à lire. « Sa Majesté le Roi ». Charles III, a déclaré Payne, a signé un décret officiel révoquant le titre de reine consort à Camilla Parker B.S. Des halètements ont traversé la galerie de presse, a-t-il poursuivi. Voix ferme, avec effet immédiat. Le titre et ses privilèges sont retirés. Madame Parker B.S. n'exercera plus de fonction royale ni d'engagement public. La pièce s'est figée. Les photographes ont oublié de déclencher leurs appareils photo. C'était la première déchéance d'un consort royal depuis 1837. L'histoire venait de se répéter en temps réel. Les journalistes ont éclaté. La BBC, Sky News et CNN sont passés à une couverture mondiale en direct. En 7 minutes, Pamwaj Renan Plus s'est hissé au sommet des tendances dans 14 pays. Des foules à l'extérieur de Buckingham ont acclamé et scandé le nom d'Anne. Une femme âgée a déclaré au Times « La princesse Anne a sauvé l'âme de son frère et la monarchie ». À l'intérieur, le personnel a pleuré tranquillement. C'était la fin d'un règne et la renaissance d'un autre. Charles, regardant depuis le balcon du palais, est resté stoïque, les yeux fixés sur l'horizon. Il avait restauré la couronne, mais à un coût personnel dévastateur. À 10h45, la Maison royale a publié une deuxième déclaration, plus courte mais puissante. Sa Majesté exprime sa gratitude au peuple britannique pour sa patience et sa foi. La monarchie reste attachée à l'honnêteté, à la transparence et à l'unité. Le document portait la propre signature du roi ainsi que la contre-signature de la princesse Anne. Aucun monarque n'avait partagé le mérite d'un décret depuis plus de 80 ans. Ce petit geste a dit au monde entier que Charles avait choisi la vérité plutôt que la loyauté et la famille plutôt que la peur. Alors que l'émission faisait le tour du monde, les réactions se sont multipliées. Les partisans ont applaudi, les critiques ont spéculé et les historiens ont cherché des comparaisons. Mais dans les rues de Londres, l'émotion a éclipsé la politique. Certains ont déposé des fleurs pour Diana à Kensington Palace, qualifiant cela de justice 26 ans trop tard. D'autres ont pleuré le chagrin de Charles. Et pourtant, dans une vérité indéniable, la nation était d'accord. La couronne avait parlé
Et cette fois, elle avait parlé avec courage. Les conséquences ne seraient pas calmes. Le peuple voulait des réponses et le monde voulait des visages. Éruption publique. À midi, le 14 octobre 2023, des milliers de personnes s'étaient rassemblées devant le palais de Buckingham. Les Union Jacks flottaient au-dessus des grilles. Les foules scandaient « Pour Diana, pour William, pour Anne ». Les journalistes ont estimé que 22 000 personnes remplissaient le centre commercial en quelques heures. BBC News a diffusé une couverture continue pendant 18 heures d'affilée. L'opinion publique était sans équivoque. 72% soutenaient la décision du roi, 21% étaient indécis et seulement 7% ont défendu Camilla. Les rues de Londres, habituellement froides et réservées, s'étaient transformées en un carnaval de justification. Devant Clarence House, cependant, l'ambiance était plus sombre. Des manifestants tenaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Justice pour Diana » et « La reine du peuple vit toujours ». Le cortège de Camilla n'est jamais apparu. Sa sécurité a été réduite du jour au lendemain. Les gardes ont été repositionnés et les lumières à l'intérieur de la résidence sont restées faibles. Même l'étendard royal, son drapeau personnel, a été discrètement retiré des portes à 14 heures. Les spectateurs ont halté alors que les ouvriers l'abaissaient sans cérémonie. La monarchie avait parlé non seulement en droit, mais aussi en symbole. Les réactions internationales ont suivi rapidement. Le New York Times a écrit « La monarchie britannique forgée dans la tradition trouve sa force dans la confession ». En France, Le Monde a qualifié Anne de conscience de Windsor. Au Canada, des sondages ont montré une foi renouvelée dans la stabilité de la couronne pour la première fois depuis 2019. Les médias sociaux ont transformé l'événement en légende. Des mèmes montrant un comme la fourmi de fer sont devenus viraux, tandis que des vidéos du signe de tête silencieux de William pendant l'annonce ont atteint 12 millions de vues en une seule soirée. Le royaume numérique avait choisi ses héros. Cette nuit-là, les lumières du balcon de Buckingham ont brillé en or, un signal rare d'unité. Le palais a publié des photos de Charles se tenant aux côtés d'Anne, de William et de Catherine, avec la légende « La couronne perdure ». Personne n'a mentionné Camilla. Aucune déclaration n'est venue de Clarence House. Pour la première fois depuis le décès de Diana en 1997, les Windsor semblaient unis, marqués mais entiers. Et pour des millions de personnes qui regardaient, cette unité ressemblait à la véritable résurrection de la monarchie. Mais à l'intérieur de Clarence House, la célébration sonnait comme une trahison. Derrière les fenêtres assombries, Camilla a fait face seule aux retombées. Ses alliés étaient silencieux, son personnel licencié et son nom effacé des horaires officiels. Alors que les acclamations résonnaient dans le centre commercial, elle a posé sa dernière question. L'a-t-il vraiment signé? Lorsque la confirmation est arrivée, elle a crié. Pendant des décennies, Camilla avait survécu au scandale. Mais cette fois, il n'y aurait pas de rétablissement. La monarchie avait fermé ses portes et même l'amour ne pouvait pas les rouvrir à l'intérieur de Clarence House. Lorsque les documents officiels sont arrivés à Clarence House à 19h20, le 14 octobre, le courrier royal a hésité avant de les remettre à l'aide de Camilla. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait la copie certifiée conforme de l'ordre numéro 412. Le décret était bref. 2 paragraphes, 173 mots, se terminant par une seule signature. Charles R. La reine, consort, n'était officiellement plus. Des témoins ont décrit la réaction de Camilla en un mot, la dévastation. Elle a jeté les papiers au sol en criant. Il l'a signé avant de s'enfermer à l'intérieur de son bureau. Eliza Lopes, sa petite fille d'un an de 15 ans, a été vue quitter la résidence peu après 20 heures, les larmes aux yeux et agrippant un sac de sport. Le personnel a chuchoté qu'on lui avait dit « C'est fini, tout ». À 21h15, des véhicules du palais ont récupéré plusieurs boîtes de dossiers, d'œuvres d'art et d'effets personnels. Des aides ont rapporté avoir vu Camilla brûler des correspondants,
des lettres manuscrites et des notes imprimées dans sa cheminée privée. Elle a dit « Personne n'utilisera plus jamais mes mots contre moi », a déclaré plus tard un membre du personnel au Télégraphe. Des agents de sécurité sont arrivés à 22h30 pour réaffecter sa protection. 2 de ses gardes du corps de longue date ont été réaffectés au service du roi. Pour la première fois en plus de 18 ans, Camilla a dormi sans la garde royale devant sa porte. Les voisins près du quartier de St. James ont rapporté avoir vu la maison sombre, à l'exception d'une lampe dans sa fenêtre. Ce qui avait été autrefois la maison de la deuxième femme la plus puissante de Grande-Bretagne était devenu un mausolée silencieux de sa propre ambition. Derrière des portes closes, Camilla a appelé sa sœur Annabel Elliot juste après minuit. « Ils feront de moi la méchante pour toujours », a-t-elle dit en larmes. La réponse d'Annabel a été calme. « Peut-être qu'il est temps que tu arrêtes de combattre des fantômes. » Mais Camilla ne le pouvait pas. Sa quête de plusieurs décennies pour être l'accepter s'était terminée non pas par des applaudissements, mais par l'exil. La femme autrefois couronnée par l'amour avait été détrônée par la vérité. Et par le deuil, même cette vérité appartiendrait à l'histoire. À l'aube du 15 octobre 2023, Londres s'est réveillée avec une monarchie transformée. Clarence House était scellé, son écusson doré recouvert d'une bâche. En revanche, les portes du palais se sont ouvertes à une foule qui attendait. En quelques heures, le nouvel ordre royal a commencé. Un ordre construit non pas sur le secret, mais sur la restauration. Et alors que le monde regardait, 2 femmes sont apparues comme ses piliers. La princesse Anne, la gardienne de l'intégrité, et Catherine, la future reine, que le peuple adorait déjà. Ensemble, elles redéfiniraient l'avenir de la couronne. Une nouvelle ère commence. Le 15 octobre 2023, à 11h du matin, Catherine, princesse de Galles, est sortie d'un Range Rover noir devant l'hôpital Great Ormond Street. C'était sa première apparition publique depuis la crise. Portant un manteau marine et les boucles d'oreilles en saphir de Diana, elle a souri doucement alors que les enfants agitaient des couronnes en papier. Le chant de la foule a résonné dans la cour. Longue vie à Catherine. Les images diffusées en direct sur BBC 1 ont attiré 8,6 millions de téléspectateurs, la meilleure cote d'écoute du week-end de l'année pour le réseau. L'espoir, semblait-il, avait à nouveau un visage. Ailleurs, la princesse Anne s'est adressée à un petit public au château de Windsor, son ton étant ferme mais humble. La vérité doit toujours servir la couronne, a-t-elle dit, et non ceux qui la portent. Son discours a duré 14 minutes, et bien qu'elle n'ait mentionné aucun nom, tout le monde a compris. Les médias du monde entier l'ont surnommée la sœur de fer. Des lettres de gratitude ont afflué de tout le Commonwealth, notamment d'Australie, du Canada et de Nouvelle-Zélande. Pour beaucoup, Anne avait fait ce que personne d'autre n'osait faire, protéger la monarchie d'elle-même. Cet après-midi-là, le roi Charles a fait un discours télévisé, son premier depuis la signature du décret. Assis à côté d'Anne et de William, il a parlé avec une autorité tranquille. « Mon devoir en tant que souverain n'est envers la nation et envers la vérité », a-t-il dit. « Nous allons restaurer les valeurs sur lesquelles cette couronne a été construite, la foi, l'honnêteté et le service. » À ce moment-là, la caméra a pivoté vers William et Catherine. Tiazen. Leurs mains jointes symbolisaient l'unité, non seulement pour la Grande-Bretagne, mais aussi pour la prochaine génération de la monarchie. Camilla était restée invisible. Des sources ont confirmé qu'elle avait déménagé à Ray Mill House, son domaine privé dans le Wiltshire, indéfiniment. Le palais a confirmé qu'elle n'occuperait aucun rôle royal à l'avenir. Pour les Windsor, c'était une fin et un commencement. Le courage d'Anne, la grâce de Catherine et le choix douloureux de Charles avaient réécrit l'histoire royale. La monarchie a perduré non pas grâce au secret, mais grâce au sacrifice. Comme l'a écrit un historien dans le Guardian, une couronne construite sur la vérité ne ternira jamais. Alors que l'encre sèche sur cette signature historique, la Grande-Bretagne se trouve à l'aube d'une nouvelle ère royale.
Camilla Parker B.S. est sortie et la monarchie commence son lent chemin vers la rédemption. La princesse Anne est justifiée, Catherine s'élève comme l'espoir de la nation et le roi Charles porte le fardeau de la justice sur l'amour. Les murs du palais n'oublieront peut-être jamais cette nuit, parce que lorsqu'un roi choisit la vérité plutôt que le confort, la couronne elle-même renaît.